Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau format sur Fidias Prop Firm. Je suis William pour animer ce point macro hebdomadaire qui va être le rendez-vous de tous les dimanches pour vous aider à bien préparer votre semaine avec une approche professionnelle grâce à notre invité Jay de Derivative Trading qui va nous partager son analyse, tous les éléments qu'il va falloir surveiller pour bien appréhender la semaine qui arrive. Donc salut Jay et bienvenue. Salut, merci à toi, merci de me recevoir. C'est un plaisir de vous rejoindre sur ce format chez Fidias. Yes, bah, ça va être très intéressant pour pouvoir préparer la semaine. Donc, c'est un format qui va être publié tous les dimanches. On enregistre le vendredi. Donc, évidemment, il peut y avoir des petits changements d'ici là, mais globalement, ça va vous permettre de préparer comme il faut votre semaine et commencer votre trading dans les meilleures conditions. Alors, on va commencer cette semaine, je te propose, en donnant un peu de contexte sur les marchés et notamment le sujet très chaud du moment avec les crises des bancaires régionales américaines. Yes, alors on va essayer de recontextualiser pour comprendre un petit peu surtout pourquoi le marché a réagi comme ça euh, aux annonces des banques régionales, mais je vais y venir en détail après. En tous les cas, ce qu'il faut déjà resituer comme contexte, c'est que depuis avril, on a une reprise assez large des marchés actions américains. Qui se porte plutôt bien avec une vraie volonté des investisseurs de racheter quasiment tous les dips, bon, même si on n'en a pas trop eu au final depuis avril. On a des investisseurs institutionnels et aussi particuliers qui sont très acheteurs sur le marché. Ce qui s'est passé, c'est que pendant cette période, en fait, on a eu une compression de la volatilité, notamment dû au fait que le marché était de manière assez systématique à acheter tous les jours, d'autant plus les institutions et notamment certaines institutions systématiques que sont les CTA, VCF et ce genre de fonds d'investissement qui interviennent de manière assez agressive sur le marché, menaient ce qu'on appelle, pareil pour les hedge funds, enfin toute l'industrie hedge fund de manière générale, ils menaient des transactions de type dispersion, c'est-à-dire qu'ils vendaient la volatilité sur les indices, ils achetaient la volatilité sur les actions, ils profitaient justement de cette compression de la volatilité pour aller jouer justement le delta des actions sous-jacentes aux indices. Donc on a eu vraiment une grosse période jusqu'à fin septembre, voire début octobre, où on avait un marché qui, de manière assez systématique, vendait des puts sur les indices et achetait, menait des stratégies, ce qui pouvait être différentes stratégies d'options sur les actions sous-jacentes et plus des achats cash d'actions. Donc tout ça nous a amené dans une situation où on avait des volatilités au plus bas, on avait un indice VIX qui était resté très bas, mais on a aussi des volatilités implicites sur les indices qui étaient à des plus bas, y compris les volatilités historiques. Donc, on était dans une situation plutôt saine et sereine pour la prise de risque sur les marchés actions. Ce qui s'est passé aussi dans le même temps, c'est que les gérants, connaissant la musique, se sont dit on va quand même se couvrir en cas de risque extrême. Et donc, vu que vous vendez des puts sur les indices, bah, vous avez un risque si le marché part sur un mouvement violent, vous avez le risque de devoir assurer, hein. C'est-à-dire c'est vous l'assureur quand vous vendez des puts sur les indices. Donc ce qu'ont fait ces institutions, c'est qu'ils ont couvert ce qu'on appelle le tail risk, donc le risque extrême, via des options sur la volatilité, notamment sur le VIX en particulier. Après, sur d'autres options aussi, sur d'autres produits un peu plus techniques, le particulier ne connaît pas, c'est pas la peine de développer dessus. Mais en tous les cas, globalement, ils étaient vendeurs de volatilité sur les indices, tout en se protégeant via la volatilité, enfin, les indices de volatilité, notamment le VIX, et ce qui a généré une situation assez périlleuse pour les dealers qui distribuent ces produits, puisqu'ils se retrouvaient par conséquent acheteurs de puts sur S&P, mais aussi dans le même temps en position contradictoire sur la volatilité, sur le VIX en l'occurrence. Donc ils se retrouvaient complètement déséquilibrés en cas de choc. Donc s'il y avait un choc, ils étaient dans une situation où ils n'avaient pas d'autre choix que d'acheter le VIX directement au marché. Donc c'est ce qui s'est passé la semaine dernière, puisque Trump nous a annoncé sa nouvelle guerre commerciale contre la Chine. Bon, en réalité, elle s'est jamais arrêtée, mais ça s'était calmé. C'est reparti de plus belle vendredi dernier. Et donc, le marché a réagi mécaniquement à ce choc de vol, mais principalement les dealers, hein, ça s'est passé du point de vue des dealers, puisque les dealers ont acheté le VIX futur directement sur le marché. En parallèle de ça, vous avez des gérants qui ont couvert, eux, leurs puts vendus sur indice en vendant les futurs directement. Donc, ça a amplifié le phénomène. Et donc, on a eu ce premier choc de vol vendredi dernier.
Ensuite, on a repris cette semaine assez calmement, ça s'est calmé un petit peu, puisque Trump n'a pas annulé la rencontre avec Xi, donc c'est ce qui a rassuré entre-temps les marchés en début de semaine. Puis ont commencé à arriver les résultats des bancaires, avec dans un premier temps les grandes banques qui ont annoncé des résultats plutôt positifs dans l'ensemble, mais on a eu un avertissement du PDG de l'une des grandes banques, je ne vais pas le citer puisque YouTube risque de faire sauter la vidéo, mais en tous les cas, tout le monde la connaît, c'est une très grande banque d'affaires américaine, et donc le PDG a commenté en disant qu'il y avait des soucis sur le marché du crédit, donc le marché des prêts, notamment commerciaux. Et puis on a eu hier les annonces par deux banques régionales, c'est pas des grandes banques, mais c'est des banques régionales américaines qui ont annoncé des pertes sur certains prêts qu'elles avaient accordés à des institutions financières sur l'immobilier commercial, mais pas que l'immobilier commercial. Donc du coup, elles se sont pris une claque. Pourquoi? Parce qu'en fait, la logique qui concerne les banques régionales, c'est que traditionnellement, quand il y a un problème, on les vend et on discute après. C'est un peu un adage. Donc, la tollée a été assez importante, mais il faut aussi l'inscrire dans ce contexte actuel. On a un contexte où la volatilité est sortie de son nid, comme je l'ai expliqué. Et donc, par conséquent, une mauvaise nouvelle de cette ampleur-là a généré une accélération du mouvement baissier hier, une amplification. Mais après, globalement, pour l'instant, les banques considèrent qu'il n'y a pas une crise systémique. Le patron de cette grande banque disait qu'il y en aurait sûrement d'autres, mais on n'est pas encore dans une situation de crise systémique. Donc on a eu de la volatilité accrue justement à cause de cette nouvelle. Mais après, on verra s'il y en a d'autres, ça, c'est encore une autre histoire. Comme il En tous les disait cas, bien, quand on voit un cafard, il y en a probablement plus. Donc, c'est exactement ce qu'il a dit, absolument. Et donc ouais, donc pour l'instant, en tous les cas, on a cette information, on a deux banques régionales qui sont touchées. Maintenant, on va voir s'il y en a d'autres et quelle est l'ampleur de la situation. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans le contexte actuel où la volatilité est sortie de son nid, forcément, les moindres nouvelles en ce sens ne feront qu'être amplifiées et généreront éventuellement des sorties. Par contre, ce qu'on a observé hier, certes, on a eu une augmentation de la volatilité, mais on a plus eu de la part des gérants des couvertures que pour l'instant des capitulations. Personne n'a vraiment réduit son exposition au marché. Pour l'instant, c'est la situation actuelle. Maintenant, pour la semaine prochaine, c'est une autre histoire. Par contre, on a un Trump qui est venu calmer le marché là, il y a quelques heures, ce matin, en nous expliquant que tout était OK avec la Chine. En deux phrases, il nous a dit que tout ira bien avec la Chine. Et donc, ça a rassuré un petit peu le marché. Après, on ne va pas oublier le contexte. On est sur une journée d'OPEX, d'expiration d'options mensuelles, assez importante. Donc, forcément, on va avoir des mouvements exagérés dans les deux sens et surtout dans un contexte où la volatilité a progressé. Parce qu'on a encore progressé depuis ce matin en termes de volatilité. Ça s'est calmé sur les commentaires de Trump. Mais en tous les cas, la volatilité étant réveillée, on va avoir des mouvements extrêmes encore aujourd'hui sur Stopex. Donc là, le marché est remonté gentiment, mais il y a de grandes probabilités qu'il redescende, et notamment sur la semaine prochaine, puisque certes, Trump a calmé ses commentaires, on va dire, à l'égard de la Chine, mais les problèmes ne sont pas réglés pour autant, et comme on le disait, les banques régionales, il y a peut-être d'autres cafards, pour reprendre l'expression. et qu'est-ce qu'il faudrait un peu monitorer pour voir s'il n'y aurait pas une contagion à d'autres banques régionales ou que la situation n'empire pas à ce niveau-là? Qu'est-ce qu'il faudrait regarder comme indicateur ou voilà. Alors, notamment les spreads de crédit, si tu veux, on a quelques indicateurs qui sont les spreads de crédit. C'est les crédits des corporates des entreprises, tu vois, comparés avec les dettes souveraines. Là, typiquement, c'est toujours intéressant de jeter un coup d'œil. Après, nous, on l'explique à nos membres dans le cadre de la formation. Et après, on a pas mal d'autres indicateurs qui permettent d'avoir un avis assez efficace. Après, bien sûr, les traquer directement. Si vous constituez un portefeuille action avec notamment une liste importante de banques régionales, ça vous permettra de les suivre en temps réel. Mais sur l'actu, pourquoi? Parce que de toute façon, les volatilités étant réveillées, vous ne pouvez pas l'ignorer. À partir du moment où vous avez une volatilité qui est sortie de son nid, les moindres nouvelles qui peuvent générer un choc dans le sens où ça pousserait les gérants à acheter plus de couverture ou éventuellement à réduire leur exposition sur les marchés,
À ce moment-là, il y aura des conséquences, sachant que les indices, puisque vous proposez vous des futurs en propre firme, les indices futurs typiquement servent en termes de couverture, puisque quand vous vendez des options, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, vous vendez des puts sur les indices pour aller financer des achats d'actions ou d'options sur actions. Le seul moyen de protéger votre, le principal moyen de protéger votre position vendeuse sur option indice, c'est d'aller vendre le futur sur indice directement. Donc, c'est en ce sens qu'il vous faut être attentif en termes de position. Bon, là, je deviens un peu technique, mais globalement, ouais, suivez l'actu et on va encore avoir des annonces en ce sens. Après, s'il n'y a rien de plus, ça se calmera. Très bien. Et est-ce qu'on pourrait parler dans ce cas-là qu'il y a comme un vol vers la qualité avec ce qu'on peut voir notamment sur les métaux précieux qui sont vraiment en gros rallye dernièrement? Alors, ouais, les métaux précieux, il y a plusieurs sujets. Déjà, bon, on a un or, l'or qui nous fait un rallye. Pourquoi? Parce qu'il y a des transactions d'institutions internationales, notamment de banques centrales. Vous avez la Pologne, la Chine, en particulier, et l'Inde, pardon, j'ai oublié l'Inde, qui sont très acheteuses d'or physique depuis un petit moment maintenant. Et c'est elles qui génèrent une grosse partie du mouvement qu'on peut observer. Après, il y a aussi un élément qui est lié justement au déficit public des États-Unis, qui prennent une ampleur beaucoup plus importante et qui inquiète. En parallèle de ça, on a la guerre commerciale qui a généré, on l'a vu en début d'année, c'est ce qui a pesé sur le dollar, qui a généré une fuite depuis les États-Unis. Pas mal de pays ont rapatrié leurs devises en local, et donc ça a pesé sur le dollar. Mais globalement, on a, en tous les cas, dans les moteurs de la croissance sur l'or, on a cette espèce de défiance à l'égard des monnaies, et notamment et des dettes des États occidentaux, qui font que le refuge est recherché. Après, en termes d'analyse aussi, ce qui est important, c'est que l'or, généralement, quand il fait ce genre de mouvement, il renifle, si tu me permets l'expression, il renifle un risque de crise sous-jacent, généralement. Hein. Historiquement, ça a toujours été ça. Ensuite, il corrige en cas de crise. Contrairement à ce que tout le monde pense, c'est pas un parfait hedge en cas de crise, c'est-à-dire qu'il progresse avant la crise et au moment de la crise, il a généralement tendance à se casser la figure. Après, on explique dans le cadre de ma formation pourquoi il fait ça. Et donc, voilà, on a une petite crise qui pourrait débuter avec ces banques régionales, on n'en sait pas plus pour l'instant. Donc, l'or en profite aussi, on l'a vu hier quand on a eu les annonces, l'or a accéléré, et notamment overnight. Donc, on a cet élément-là. Donc, on a un élément qui est dû justement à tout ce que je viens d'expliquer, mais il faut aussi ajouter à ça des tensions aussi sur les marchés physiques. On a de la tension sur les marchés physiques, un peu moins pour l'or, mais beaucoup plus pour l'argent typiquement, notamment à cause de la demande asiatique. Par exemple, hier au Japon, on a des courtiers qui nous expliquaient qu'ils avaient plus de matière à vendre à leurs clients, mais on a aussi de la tension sur le London Metal Exchange dans la mesure où en inventaire, il en manque aussi, donc il y a de la pénurie qui s'installe, et du coup, on a des flux qui partent depuis les États-Unis, le CME, vers Londres, le COMEX, pardon, depuis vers Londres, justement, pour enflouer ces stocks, et du coup, on a un spread COMEX LME qui s'élargit. Donc, c'est ce qui crée cette grosse dynamique. Généralement, l'argent est plutôt un métal industriel, donc c'est que il progresse en général. Mais là, c'est à cause de cette pénurie qu'il y a derrière, qui est due à la demande, bien sûr, qu'on a une forte accélération, comme on l'observe en ce moment. Après, ce qui est intéressant aussi à comparer, tu l'as là sur le graphique, c'est l'or versus le Bitcoin. Pourquoi? Parce que ça vous donne un avis immédiat entre la valeur spéculative qui est le Bitcoin. Je sais que certains considèrent que c'est une refuge, mais c'est absolument pas un refuge, c'est une valeur spéculative pure, et l'or. Donc la ligne blanche, c'est l'or, sa progression, et on observe le Bitcoin qui est en train de se casser la figure concrètement. Donc on a un hedge qui est l'or, qui est clairement demandé, et le Bitcoin qui pourrait connaître une liquidation beaucoup plus importante que celle qu'il a connue vendredi dernier. Bon, moi, d'avis personnel, je pense qu'il va passer sous les 100 000 sans aucune difficulté. On devrait le retrouver à 80 000 dollars incessamment sous peu, mais après, ça reste un avis personnel, attention, c'est pas un conseil en investissement, que les choses soient claires. Mais en tous les cas, voilà, on observe que y a une demande de couverture sur les métaux, sur l'or en particulier. Elle signale généralement, comme je le disais tout à l'heure, un problème sous-jacent. Donc maintenant, on va voir si ça se confirme ou pas.
Ce qui pourrait venir en secours, c'est éventuellement la Fed, puisque j'ai oublié la Fed aussi dans l'analyse, le fait que la Fed rentre dans un cycle de baisse de taux, ça favorise l'or aussi, puisque derrière ça pèse sur le dollar. Mais s'il y a un problème, à ce moment-là, on verra si la Banque centrale américaine est prête à ouvrir les vannes. Après, en tous les cas, s'il y a un problème au niveau des banques régionales, euh, c'est clair que la Fed interviendra et elle fera comme elle a fait par le passé, ouvrir des lignes de crédit et donner des liquidités à ces banques. Donc elle ne va pas laisser les banques partir en faillite. Mhm. Ouais, on voit que ce stress, il pèse sur le dollar qui s'est bien affaibli par rapport aux autres devises. Est-ce que c'est quelque chose à regarder pour du coup la semaine qui arrive? Ouais, clairement. Alors justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, je l'évoquais, depuis le début de l'année, en fait, et depuis que Trump a annoncé ses barrières douanières, notamment, en fait, on a eu une fuite, entre guillemets, mais c'est appelé comme ça, mais en tous les cas, une fuite depuis les États-Unis vers les pays domestiques. En l'occurrence, les Européens ont rapatrié vers l'Europe, les Asiatiques ont rapatrié vers l'Asie, et bon nombre de pays émergents ont rapatrié vers chez eux, ce qui a pesé sur le dollar assez lourdement tout au long de l'année. Et ensuite, quand la Fed a, comment ça s'appelle, a ouvert la porte à la baisse des taux et a baissé les taux, enfin Jackson Hole et puis derrière a baissé les taux, ça a mis une pression supplémentaire au dollar. Puis le marché, notamment le marché obligataire, s'est dit qu'il y avait un risque notamment sur l'inflation et sur les déficits publics. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a les rendements obligataires qui sont repartis à la hausse, entraînant un rebond technique du dollar. On a eu des positions aussi squeezées sur le dollar de la part de certains gérants qui étaient très short sur le dollar. Donc ça a accéléré le rebond. Par contre, avec ce qui est en train de se produire, notamment en ce moment, et avec la crise des banques régionales et autres, on a les valeurs refuges, les monnaies refuges en tous les cas, qui reprennent de l'ampleur. C'est le cas pour le franc suisse, mais c'est aussi le cas du yen japonais, puisque là, tu l'as sous les yeux, là, typiquement en option spot. Donc là, c'est typiquement une donnée que les particuliers n'ont pas. Là, c'est le positionnement à court terme en option sur le dollar. Il avait progressé ces dernières semaines au moment du short squeeze. Et puis là, depuis quelques jours, on repart à la baisse avec un mouvement favorable sur le yen. Favorable pourquoi? Parce qu'en fait, au moment des élections au Japon, il y a quelques semaines, la candidate qui est sortie vainqueur de ces élections est une candidate perçue par le marché comme quelqu'un qui pourrait mener des politiques expansionnistes, donc c'est-à-dire qui émettrait plus de dettes étatiques pour aller financer ces projets budgétaires. Et donc, dans ce cas-là, ça pèserait sur la devise. Donc, c'est ce que priceait le marché. D'ailleurs, on a eu des paris, une réduction drastique des paris de hausse de taux pour le Japon. À ce moment-là, on était descendu à 15%. Vous l'avez ici. Hop, ici, on est sur le Japon. Là, on est remonté à 26 justement la nuit dernière, parce qu'on a Ueda, le patron de la Banque centrale japonaise, qui nous a dit que la porte était encore ouverte pour une montée de taux. Donc on a une reprise des séparés de montée de taux sur le Japon, ce qui renforce le yen avec en plus l'aversion pour le risque qu'on observe sur les marchés en ce moment. Et donc le dollar replie, donc ça profite aussi en parallèle à l'euro. Donc c'est un mouvement qui pourrait au moins durer jusqu'à la fin du mois, en tous les cas jusqu'à la politique, l'annonce de la décision des taux par la Fed et éventuellement par le Japon, à savoir est-ce qu'ils vont monter les taux ou pas. Donc on est sur une tendance plutôt favorable au yen en termes de positionnement et c'est possible que ça continue, et notamment pour le franc suisse aussi, c'est exactement la même situation si l'aversion au risque perdure sur les marchés. Ouais, carrément. Et on voit aussi que cette aversion au risque, elle a l'air d'être impactée par l'incertitude liée à la croissance économique. On voit ça notamment avec le pétrole qui est en train de clôturer sa troisième semaine consécutive de baisse. Comment toi tu analyses ça et comment tu vois le pétrole dans les semaines à venir? Alors sur le pétrole, de toute façon, les choses sont assez claires. On a l'Agence de l'énergie atomique, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui en gros nous a annoncé cette semaine, enfin nous l'a annoncé, on le sait, que pour le 2026, en gros, on aurait des inventaires plus importants, enfin très importants, donc oversupply. Et donc par conséquent, c'est ce qui pèse concrètement sur le pétrole. Là, on voit la courbe, on est clairement en contango pour l'année prochaine. Là, c'est 2026 et après pour les années qui suivent, on est clairement en contango, ce qui veut dire que là, actuellement, à l'heure actuelle, il n'y a pas de raréfaction au niveau du pétrole et c'est ce qui lui pèse dessus. Donc on a vraiment un surplus de la production. Dans les années à venir, ce sera une autre histoire en termes de capacité de production puisque l'Arabie Saoudite nous a dit que vu qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'investissements dans le secteur, pour les années après 2028, ça se compliquerait.
Mais en tous les cas, dans l'immédiat et pour ce qui est de l'année 2026, on a une production plutôt importante et des inventaires disponibles plutôt importants, ce qui fait que pour l'instant, relativement à la croissance mondiale et aux risques que fait peser sur la croissance mondiale la politique de Trump, entre autres, il n'y a pas que ça bien sûr, mais aussi les politiques d'austérité, notamment en Europe, et notamment en France en particulier, pèsent justement sur le pétrole, puisqu'on se dit on a beaucoup de stocks comparativement à la croissance qu'on peut espérer pour l'année prochaine, donc ça pèse négativement sur le pétrole. Je rebondis justement, vu que je parlais de la France. La France était un risque politique sur les marchés jusqu'à cette semaine. Bon, le vote de confiance qui n'a pas renversé le gouvernement français a rassuré aussi sur les marchés. Enfin, voilà, en tous les cas, ce qu'il y a de certain, c'est que pour l'instant, sur le pétrole, globalement, on a des inventaires, une production importante. Les membres de l'OPEP se sont mis d'accord pour continuer à augmenter leur production. Ils veulent gagner des parts de marché, c'est une stratégie, après, critiquable ou pas. Je pense qu'il y a un peu d'influence de Trump aussi là-dedans, un peu beaucoup même, puisque derrière, l'Arabie Saoudite est allée émettre des obligations pour financer sa politique, enfin son budget, donc, alors qu'ils avaient tout simplement à réduire la production, mais ils auraient eu les recettes. Après, bon, ça c'est un autre sujet. En tous les cas, ouais, sur le pétrole, la tendance devrait se poursuivre. On a eu un petit rebond dans la semaine du fait que Trump a réussi à convaincre, aurait en tous les cas, je parle au conditionnel, aurait réussi à convaincre les Indiens d'arrêter d'acheter du pétrole russe. Les Indiens ont confirmé, mais pour l'instant, ils continuent de le faire et je suis pas sûr qu'en réalité, les Indiens arrêtent d'acheter du pétrole russe. Après, on le verra dans les prochaines semaines. Mais en tous les cas, ce qu'il y a de certain, c'est que si les Indiens arrête d'acheter du pétrole russe, bien sûr, la production se resserrera. Ça me permet de rebondir justement sur la géopolitique, parce qu'en fait, on a eu une info avant-hier du New York Times, je peux les citer, qui nous expliquait qu'apparemment Trump avait ordonné à la CIA d'aller renverser Maduro au Venezuela. Donc, le Venezuela, c'est la plus grosse réserve connue de pétrole mondial. Donc là, on a un gros sujet en termes de géopolitique. Pour l'instant, c'est pas fait, mais il est possible que si en effet il cherche à renverser Maduro, on aura un vrai sujet sur le pétrole, puisque le Venezuela approvisionne la Chine et d'ailleurs c'est l'une des principales sources de la Chine avec l'Iran. Donc ça pourrait être un sujet très très sérieux dans les semaines qui viennent. Donc à garder à l'œil. Bon, pour l'instant, Trump nous explique publiquement qu'il s'agit d'une lutte contre le narcotrafic, mais après, si on voit l'armada qui est au large des côtes, on se dit que c'est beaucoup pour des narcotrafiquants. Après, bon, c'est possible que ce soit le cas, mais bon, l'info du New York Times est plutôt assez claire. Et il y a un projet de changement de régime au Venezuela, apparemment. Ouais, et c'est là qu'on voit l'importance de bien comprendre la géopolitique et les impacts que ça peut avoir sur les marchés. Et est-ce que tu penses que c'est quelque chose à regarder, donc l'impact que va avoir, la résolution du conflit au Moyen-Orient actuellement ou la continuité du conflit en Ukraine avec la Russie sur le pétrole et les autres actifs? Si, si, tu mets le doigt sur un sujet important, puisque là, on a Trump qui nous a annoncé une rencontre avec Poutine. Ils ont discuté pendant 2 heures hier, et donc ils vont se rencontrer à Budapest dans quelques jours. Forcément, toute détente potentielle sur les conflits mondiaux, et notamment ces deux-là en particulier, puisque Moyen-Orient, c'est une zone sensible au niveau de l'énergie et du transport international, et Ukraine-Russie, bon, mais forcément, vous connaissez la Russie et vous connaissez ses réserves, donc forcément, s'il y a une détente politique de ce côté-là, ça pèsera sur le pétrole aussi. Après, enfin, attention avec les conflits armés, ça peut mettre plus de temps que prévu pour se résoudre. Si on prend le conflit israélo-palestinien, on a eu des annonces, des accords de paix, mais pour l'instant, dans les faits, ça continue. Mmh. Encore des échanges de tirs de part et d'autre, donc rien n'est arrêté. Sur l'Ukraine, pour l'instant, c'est gelé aussi, même si Trump et Poutine vont se rencontrer dans quelques jours. Trump a ouvert la porte à l'envoi de Tomahawk à l'Ukraine, donc c'est pas fait pour calmer la situation. Après, je sais pas, là, je spécule, je ne sais pas ce qu'ils vont se dire et s'ils vont réussir à trouver une issue au conflit, mais en tous les cas, je le souhaite. Mais bien sûr que si ça se détend sur les conflits géopolitiques, évidemment que ça pèsera sur le pétrole, puisqu'il y a une grosse part de prime de risque politique sur les coûts du pétrole, et donc mécaniquement, ça baissera. OK, super.
Écoute, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. Je te propose qu'on passe sur la préparation de la semaine prochaine, un peu les attentes, ce qu'il faut garder à l'œil, les actifs importants. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce niveau-là? Et plus globalement, si on essaye de faire de la projection pour la semaine prochaine, comment se positionner la semaine prochaine, techniquement, on devrait rester dans un régime de volatilité élevé encore au moins jusqu'à la fin du mois, après avoir plus s'il y a un problème sur les banques régionales. Aujourd'hui, on a l'OPEX qui devrait permettre d'évacuer du marché une bonne partie des puts qui ont été achetés sur la dernière semaine, puisque les gérants se sont protégés assez violemment depuis le choc de vol la semaine dernière et tout au long de cette semaine. Donc cet OPEX devrait faire le ménage. Ensuite, on verra comment ils se positionnent justement comment aujourd'hui ils vont rouler leur position qui expire vers soit plus de puts euh, et plus bas éventuellement, ou au contraire, ils restent optimistes. Mais en tous les cas, ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a les résultats d'entreprise qui arrivent. On vient de passer le cap des bancaires et des financières, avec d'un côté les grandes banques qui ont présenté plutôt de bons résultats. Pareil pour les gestionnaires d'actifs, un premier choc sur les banques régionales avec un stress sous-jacent. Maintenant, on va voir au niveau de la tech, ça devrait être positif aussi, ce qui devrait rassurer les marchés dans les prochaines semaines. Mais pas que la tech, il y a beaucoup de secteurs qu'on attend de voir et on va voir aussi l'impact de la consommation des ménages derrière et sur les résultats de ces entreprises-là. Donc, logiquement, encore de la volatilité tout au long de la semaine prochaine. Sur les commentaires de Trump aussi, il faut y être attentif puisqu'il a une fâcheuse tendance à faire réagir le marché et d'autant plus avec cet environnement de volatilité élevée. Pour la semaine prochaine, personnellement, je pense que la volatilité va encore être là. Donc les mouvements vont être violents dans les deux sens. Violent dans les deux sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un marché qui peut très bien monter violemment sur une bonne nouvelle, comme ça a été le cas il y a quelques minutes, et retomber assez mécaniquement, puisque les gens ne cherchent pas à s'exposer trop longtemps de peur d'un choc de volatilité. Donc il vaut mieux être tactique et rapide, au moins jusqu'à la fin du mois, puisque c'est ce qui va se passer encore en termes de volatilité. Elle ne va pas tomber naturellement et rapidement comme elle est montée. Donc prudence pour la semaine prochaine, je conseille la prudence et je pense que le marché devrait continuer, enfin les marchés actions américains en tous les cas, devraient continuer à redescendre un petit peu. Mhm. Ok, super. Et du coup, là, la semaine prochaine, je pense que niveau news économique, on a le CPI qui va être la seule grosse news de la semaine le vendredi. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui va être qui est très attendu ou un peu l'inflation est un peu plus en arrière-plan pour le moment, vu les conditions actuelles? Alors justement, tu as bien fait de m'en parler, puisqu'en effet, ce qui permet aussi au marché entre guillemets, de rester calme, surtout sur le marché obligataire, c'est justement le shutdown qui fait que, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais ça a calmé un petit peu le marché obligataire. Par contre, du coup, ben, on a un catalyseur qui va être important, que va être la publication des chiffres de l'inflation, puisque le shutdown avait reporté, bon après je pense que tous les membres le savent, avait reporté la publication des données macroéconomiques. Là, on a le BLS qui nous dit qu'ils allaient le publier le 24. Bon, après, on verra s'ils vont le faire ou pas, hein, donc ça reste un grand Ok. sujet. Mais en tous les cas, ça reste un gros catalyseur en effet pour les marchés. Pourquoi? Parce que là, on a un gros pricing sur les baisses de taux de la Fed. Là, tu vois, tu l'as ici. Hop, je retrouve ma souris. Ici, là, c'est les taux swap sur les pricing des taux de la Fed. Donc là, on a un marché qui a clairement ancré la prochaine baisse de taux. Il n'y a pas de débat, le marché en est convaincu. Maintenant, les chiffres de l'inflation qui vont être publiés la semaine prochaine pourrait remettre ça en cause si on a une forte progression de l'inflation, puisqu'on a observé que l'inflation était globalement dans une tendance de reprise depuis plusieurs mois, de reprise à la hausse, gentil, hein, mais en tous les cas de reprise à la hausse, et on verra si ça s'accentue ou pas sur la publication qu'on va recevoir bientôt, et c'est ce qui pourrait réduire les paris de baisse de taux, enfin en tous les cas, pas la prochaine, puisque Powell a ouvert clairement la porte à cette Mhm. baisse de taux. De Par décembre. contre, la seconde, celle de décembre, il est possible que le marché reprice assez fortement. Mais bon, avec le stress qu'on a eu sur les bancaires, je pense que la Fed devra mettre de l'eau dans son vin. Après, je pense qu'elle regarde la situation de près. Elle ne va pas inquiéter le marché. Donc, après, affaire à suivre. Mais oui, j'ai gros catalyseur la semaine prochaine. Dans cet environnement plutôt dangereux, volatilité élevée, inventaire gamma, dealer négatif. Et quand il est repassé en positif, il était repassé de manière synthétique en positif uniquement. Donc méfiez-vous puisque les positions sont plutôt tactiques et de court terme, notamment en option. Et donc le marché peut aller très vite dans les deux sens. Après, mes membres ont l'habitude
de naviguer dans cet environnement puisqu'on les accompagne tous les jours sur le Discord. Et en plus, on leur apprend des techniques de hedge, notamment spread futur, de sorte à profiter de la volatilité, quoi. Ouais, carrément, c'est sûr que c'est très important dans ces conditions de marché à plus forte volatilité de bien maîtriser tous ces outils-là pour mettre en place les bonnes stratégies avec les bonnes conditions de marché. Et en termes d'actifs à regarder, où est-ce que tu t'attends à voir les mouvements les plus importants sur la semaine à venir et quels actifs il faudrait garder au coin de l'œil pour bien traquer tout ce qui se passe sur le marché? De toute façon, de manière assez large, je pense que là, ce qui va se passer, enfin, ce qui devrait se passer logiquement, c'est une sortie des stratégies de dispersion, ce que j'expliquais tout à l'heure, parce qu'on a les corrélations entre indices et actions qui sont en train de progresser, donc je pense qu'on a des gérants qui devraient réduire la voilure sur ces stratégies-là et peut-être réduire leur exposition au marché. Je pense qu'on devrait observer ça. Après, on aura forcément des soubresauts spéculatifs en fonction des résultats d'entreprise qui arrivent, parce qu'on a encore du monde en termes de résultats, parce qu'on a eu que les bancaires et financières. Il faudra être pas mal tactique dessus. Ce qui peut justement générer plus de mouvements directionnels sur les indices, donc prudence sur les indices. Après, en matière de métaux, sur les matières premières, les métaux devraient continuer à profiter de la tendance et de la pénurie sur les marchés physiques. Le pétrole devrait continuer à maintenir sa tendance baissière, avec, sauf soubresaut géopolitique, parce que là, ça dépendra bien sûr de la géopolitique, mais on a des inventaires et une production qui inonde le marché pour l'instant, donc le pétrole devrait continuer à se faire écraser. Quoi d'autre? Le cuivre, pareil, devrait se faire écraser. Ouais, le marché obligataire, bien sûr, à suivre, et notamment un gros catalyseur la semaine prochaine avec les prix les chiffres de l'inflation, si jamais ils sont publiés. Donc forcément, il y aura réajustement sur le marché obligataire. Donc sensible de chez sensible la semaine prochaine, le marché obligataire. Pareil pour le Forex, logiquement, mais je l'ai déjà dit, en fait, sur le yen, attention, accélération du mouvement qui peut être dangereuse et pousser certains à déboucler rapidement leur position. Un squeeze sur le yen peut être violent. Ouais, donc le forex très important à regarder pour cette semaine, notamment le yen japonais et le dollar, que vous pouvez retrouver directement en contrat futur. En tout cas, merci beaucoup Jay pour cette analyse, cette première édition du format hebdomadaire du point macro que vous allez pouvoir retrouver tous les dimanches à partir d'aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire un retour sur ce que vous aimeriez voir, comment améliorer le format. Et si vous avez bien aimé, évidemment, lâchez-nous un petit like et un commentaire. Abonnez-vous directement à la chaîne YouTube de Fidias. Et on se retrouve du coup dans les prochaines éditions, les semaines prochaines. Je vous mets directement les liens des réseaux sociaux de Jay et ses formations directement en description. Si vous voulez profiter de notre promotion sur Fidias Coffee Time jusqu'à lundi à la clôture des marchés, je vous invite à vous rendre directement sur fidiaspropfirm.com avec le code Coffee Time pour moins 80% sur les comptes One Time Payment. En tout cas, merci encore Jay et je te laisse le mot de la fin. Et merci à toi et je trouve ça cool que vous lanciez ce concept. Top. À la semaine prochaine. Yes, merci Jay, à la semaine prochaine.